Bienvenue dans cette conférence où je vais vous présenter le server state, ce que c'est le server state, et une librairie qui s'appelle React Query, qui, comme son nom l'indique, permet de gérer du server state sur React. Donc ça va plutôt être une conférence, je pense que les personnes qui connaissent bien React vont être un peu plus à l'aise. Je pense quand même que les autres auront de quoi, auront des choses à apprendre. Par curiosité, est-ce qu'il y a des gens qui ne font pas de React dans la salle? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Bon, il y en a très peu. Donc avant de me lancer, petite présentation, je suis Olivier Thierry, je suis expert technique chez IC. J'ai un background de Java et je suis passé sur du JavaScript il y a quelques années, plutôt sur du front, React Native ou du JavaScript côté serveur, du Node.js. Donc je travaille chez IC, qui est une société de services, une ESN qui est basée à Nantes, à Saint-Herblain, côté du Zénith. On a un stand en bas, juste au pied des escalators, avec une fresque. On a une fresque qui nous a été réalisée par Dr Pepper, qui est un graphiste nantais. On fait gagner une reproduction avec un jeu concours, donc n'hésitez pas à passer. Et puis on offre des tote bags aussi, sur lesquels vous pouvez écrire votre nom ou ce que vous voulez. Donc pour entrer dans le cœur du sujet, c'est quoi le server state? Aujourd'hui, quand on fait des applications front, je pense qu'on a tous besoin d'aller récupérer des données sur le serveur et de gérer ces données qu'on a récupérées sur le serveur, les gérer côté front. Ça va être ça en fait le server state. Donc ça va consister par exemple à récupérer toutes les données, toute la procédure en fait de récupération des données sur le serveur, soit par des services REST, ça peut être du GraphQL. Si on n'a vraiment pas de chance, c'est du SOAP. Ça peut être aussi des SDK tout simplement. Et lorsque ces requêtes vont s'exécuter, on a également besoin, côté front, de savoir dans quel état elles sont. Est-ce que la requête, elle est en cours d'exécution? Est-ce qu'elle est terminée? Est-ce qu'elle s'est plantée? Est-ce qu'elle est bloquée? Une fois qu'on a réussi à récupérer les données, on va avoir besoin de les mettre en cache, côté front, pour éviter, pour des optimisations de performance, pour éviter d'aller interroger des données dont on n'a plus besoin de récupérer. Mais on va quand même avoir besoin, dans certains cas, de pouvoir régulièrement rafraîchir ces données. Donc c'est tout ça, toutes ces fonctionnalités qui sont comprises en fait dans la notion de server state. Alors souvent, pour ceux qui ont fait du React, qui ont fait du Redux, on utilise des librairies comme Redux pour gérer ça. Donc ça va être associé à Saga, associé à Redux-Tunk, avec souvent beaucoup de boilerplate et puis un code qui est pas très sympa à maintenir et pas très beau, quoi. C'est là qu'arrive React Query. Donc c'est une librairie qui a été faite fin 2019 par un Américain qui s'appelle Tanner Linsley, qui a fait déjà il fait pas mal de librairies en fait dans le monde React. Il fait React Table, si certains connaissent. 23 000 étoiles sur GitHub, donc ça veut dire que c'est pas pour une librairie qui est née en fin 2019, donc c'est quelque chose qui marche bien. Il y a beaucoup de hype dessus, quoi. Et donc cette librairie, en fait, elle va fournir un ensemble de hooks qui vont permettre de faciliter en fait tout ce qu'on a vu, toute la gestion du server state. Et donc je vais vous présenter quelques-uns de ces hooks, ceux qu'on utilise le plus. Le premier hook qu'on va utiliser, c'est un hook qui s'appelle useQuery. Et comme son nom l'indique, en fait, son rôle, ça va être de charger des données et de les mettre en cache. Donc c'est un hook qui va prendre un premier paramètre qui va être la clé qu'on va utiliser pour stocker notre donnée dans le cache. Donc ça peut être une simple chaîne de caractères, ou ça peut être un tableau aussi, si on veut avoir organisé en fait notre cache, structurer un peu notre cache, avoir une espèce d'arborescence de notre cache. Et le deuxième paramètre qu'on va avoir, ça va être une fonction asynchrone qui va exécuter, qui va lancer une requête sur un serveur. Donc c'est vraiment une requête asynchrone, c'est-à-dire que ça peut être, on l'utilise souvent pour du REST, pour du service REST ou pour du GraphQL, mais on pourrait très bien l'utiliser pour un traitement asynchrone, typiquement un SDK. Rien n'empêche d'utiliser ça. Donc ce hook, il va retourner un objet dans lequel on va avoir tout un ensemble de propriétés. Un ensemble de propriétés qui vont déjà permettre de savoir connaître l'état de la requête, du isLoading, isSuccess, isError, donc des choses qu'on a l'habitude de faire par exemple avec Saga. Permettre de récupérer les données qui ont été retournées, donc dans Data, s'il y a une erreur, de pouvoir récupérer l'erreur, et puis une autre option Refetch, qu'on vous montrerai tout à l'heure à quoi ça sert. Donc du coup, avec ce hook et ce que ce hook va retourner, avec les isLoading, isError, isSuccess, on va pouvoir afficher un spinner quand les données se chargent, afficher une boîte de messages d'erreur quand on a une erreur, ou d'afficher les données si jamais la requête a bien réussi. Donc ce qui est intéressante ici, c'est si jamais on a une erreur, on peut avoir un bouton onRetry qui va permettre, on va pouvoir appeler la méthode refetch qui est retournée par notre hook et qui va permettre très facilement de pouvoir réessayer une requête qui aurait planté pour X raisons.
Ça, c'est des trucs tout bêtes, mais c'est quelque chose qui est jamais très simple à faire quand on n'a pas d'outils comme ça. Ce qui se passe également quand on fait qu'on appelle useQuery, c'est qu'il y a des comportements automatiques dans RackQuery, dont l'un il va retenter la requête, toutes les requêtes qui échouent, il va les retenter 3 fois, en allongeant à chaque fois le délai entre les essais. C'est très intéressant quand on a des environnements, par exemple sur mobile, où on a des réseaux qui ne sont pas hyper stables. Ça permet d'éviter un peu de casser l'expérience utilisateur en lui laissant une seconde chance. Donc une bonne pratique, plutôt que d'utiliser useQuery directement dans nos composants, ça va être de créer un custom hook. Donc par exemple ici, je crée un custom hook qui s'appelle usePost, que je vais pouvoir utiliser en fait dans des composants et qui va retourner ce que me retourne mon useQuery, donc il va être utilisé exactement de la même manière. Ici sur ce slide aussi, je montre un troisième paramètre, c'est-à-dire sur chaque query qu'on va lancer, on va pouvoir fournir un ensemble de paramètres de configuration de RackQuery. Donc celui-ci, c'est stale time. Stale time, c'est pour dire c'est la durée, le délai en fait, au bout duquel les données qu'on a mis dans le cache sont considérées comme pourries. Donc pourries, ça veut dire qu'il faudra, la prochaine fois qu'on voudra afficher ces données, il faudra relancer la requête. Donc le comportement par défaut de RackQuery, c'est que ce stale time, il est à 0. C'est-à-dire que ce qui va se passer, c'est que RackQuery, quand on va appeler ce hook, il va regarder s'il a une donnée dans le cache. S'il n'a pas de donnée dans le cache, il va appeler le serveur. Si jamais il a une donnée dans le cache, il va tout de suite afficher les données dans l'écran. Et en tâche de fond, il va tout de suite lancer une requête de façon à pouvoir récupérer éventuellement de nouvelles données et si elles ont bougé, de pouvoir rafraîchir automatiquement l'écran. Donc si on n'aime pas ce comportement et qu'on sait qu'on a des données qui vont être une liste de pays par exemple, ça ne va pas souvent bouger, on peut allonger en fait, configurer ce stale time pour lui dire par exemple ici de conserver les données pendant 5 minutes dans le cache. Donc il n'y aura pas de requête pendant les 5 minutes qui viennent. On peut même mettre du infinity, ce qui fait que la requête, elle sera, tant que l'application est ouverte, on n'ira pas rechercher les informations. Typiquement pour des pays, il y a peu de chances que ça change dans la durée de vie de l'application. Même si des fois la géopolitique, quand même. Donc là, je montrais rapidement très simplement, comment on charge les données. Bien évidemment, dans une application, on ne va pas faire que du chargement de données, on va avoir des modifications à faire sur le serveur. Et ça, on va appeler ça des mutations. Si je ne dis pas de bêtises, c'est un peu le terme qui est utilisé en GraphQL aussi. Et pour ça, on a un hook qui s'appelle useMutation, auquel on va fournir en fait une méthode asynchrone de la même manière, qui va faire la modification en fait sur le serveur. Et la manière dont on va l'utiliser, ce hook useMutation, c'est qu'il nous retourne une méthode mutate qu'on va appeler au moment où on veut déclencher l'action de mise à jour. Donc ça va permettre, par exemple, sur un bouton, sur une validation de formulaire, de déclencher en fait la mutation côté serveur. Mais du fait de l'utilisation de ce hook, on va quand même pouvoir continuer à utiliser le isLoading, isError et toutes ces infos-là en fait, qu'on a déjà sur la méthode useQuery, sur le hook useQuery. Il y a quand même quelque chose qui est un peu problématique pour l'instant dans cet écran-là, c'est qu'on va modifier notre liste de postes, mais la liste de postes qu'on avait déjà dans notre cache devient incorrecte. Et donc pour ça, on a un troisième hook qui va permettre en fait de manipuler le cache qu'on a dans RackQuery. C'est un hook qui s'appelle useQueryClient et qui ramène un objet, un objet en fait, qui va nous fournir tout un ensemble de méthodes pour manipuler le cache. Donc un exemple ici, lorsque je vais appeler dans mon useMutation, si jamais j'ai un événement de success, si ma mutation s'est bien déroulée, je vais pouvoir invalider dans le cache la clé post. Et du coup, la prochaine fois que je vais appeler le hook qui charge les postes, il va automatiquement les recharger depuis le serveur. Donc, quelques autres fonctionnalités qu'on va retrouver dans RackQuery, donc il y a beaucoup de choses. Donc là j'ai montré vraiment des fonctionnalités simples mais qui correspondent à 90% de nos besoins. Mais on a également des améliorations, des aides pour faire des fonctionnalités qui sont toujours un peu compliquées à faire, typiquement les requêtes paginées, les boutons charger plus, les scrolls infinis, donc toujours des trucs qui sont assez casse-pieds à faire. Et là, RackQuery va beaucoup nous aider à faire ça. On a la possibilité également de lancer des requêtes en parallèle. C'est un hook qui s'appelle useQueries. On peut faire des requêtes dépendantes aussi, c'est-à-dire qu'on peut dire qu'on a un useQuery et puis avec un paramètre, on va pouvoir lui dire que ce hook il sera actif
en fonction du résultat d'une autre requête. On peut annuler des requêtes en cours. J'ai parlé tout à l'heure de rafraîchissement de cache. On a un refetch automatique qui peut se faire en tâche de fond, toutes les 5 minutes, je veux qu'il recharge telle donnée. Ou alors on a un truc un peu plus marrant, c'est le refetch on window focus, qui va permettre, si on quitte notre fenêtre de navigateur et qu'on revient dessus, il va automatiquement recharger les données qu'on a sur notre fenêtre. C'est intéressant sur des applications métiers où les gens vont pas mal, ils ont l'application qui est ouverte toute la journée, puis ils vont aller régulièrement sur d'autres applications. Dès qu'ils reviennent sur la nôtre, les données sont fraîches, quoi. On a des fonctionnalités aussi qui facilitent tout ce qui est optimistic update. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais l'exemple typique, c'est celui de Twitter. Quand vous avez sous un tweet le nombre de likes, quand vous cliquez sur le cœur, en fait, Twitter va d'abord modifier l'information côté front. Il fait l'appel du service pour incrémenter le nombre de likes sur ce tweet. Et si jamais la requête a échoué, il va annuler la modification qu'il a fait côté front. Donc c'est ce qu'on appelle optimistic update. Et Query fournit ce genre de fonctionnalité. On a également tout ce qui est scroll restoration. C'est le principe que je suis sur une liste, je vais sur le détail, je reviens sur la liste, il me ramène à l'endroit où j'étais dans la liste. Ce genre de truc très casse-pied à faire aussi si on n'a pas ça. Et puis on a tout un ensemble de DevTools, un peu comme qui sont un peu l'équivalent de. On verra tout à l'heure. C'est des DevTools qui sont dédiés à Query. Petite démo. Hop. Alors j'ai fait une application, moi j'aime bien les pandas, donc j'ai fait une application avec toute bête, une application qui va charger qui est branchée sur un service REST qui ramène des pandas. Et donc on voit, lorsque j'arrive sur mon écran, que je charge mon écran, j'ai bien sûr évidemment une première requête qui va chercher les pandas. Si je demande à voir le détail de mon panda, on voit qu'il y a une deuxième requête pour charger le détail du panda. Je reviens sur ma liste, on voit qu'il n'a pas rechargé la liste de pandas parce qu'elle est déjà en cache. Si je reviens sur Yunmeng, pareil, il ne va pas recharger, il ne va pas relancer la requête liste de panda. Je peux modifier également mon panda, lui donner par exemple un nouveau nom. Et là, je vais vider la liste des requêtes. Et là, on voit qu'il a fait ma requête de put pour modifier mon panda. Et il a rechargé la liste, il a relancé la requête pour recharger la liste des pandas, vu que j'ai vidé le cache juste avant. Ce qu'on peut voir ici aussi, c'est les React Query DevTools, donc qui peuvent être activés uniquement en mode dev. En prod, c'est pas terrible de mettre ça. Et donc, qui permet de voir la structure, toutes les données qu'on a dans notre cache. Et puis, éventuellement, je peux vouloir, ici, par exemple, dire je supprime de mon cache mes pandas. Et puis, quand je reviendrai sur ma liste de pandas, il va automatiquement la recharger. Et si on regarde vite fait le code qu'on a ici, donc par exemple pour charger mon hook qui va me permettre de charger ma liste de pandas. Alors ici j'ai fait du TypeScript, j'ai pas voulu mettre de TypeScript dans les slides pour éviter un peu de vous noyer. Mais on voit qu'on fait simplement une requête Axios pour récupérer une liste de pandas. Donc ça correspond à ce qu'on a vu tout à l'heure. Et si je vais sur l'écran, create panda list view, panda list. Voilà, on retrouve de la même manière ici notre hook usePanda. Et puis en fonction des loading, en fonction des erreurs, en fonction du success, je vais pouvoir afficher les données de mon hook. Chose intéressante dont je n'ai pas trop parlé, c'est la possibilité, en fait, les options que j'ai mises, je les ai définies au niveau d'une requête. Et j'ai moyen de les définir sur l'ensemble de l'application, de façon à ce que, par exemple, mon style time que j'ai défini tout à l'heure, je veux que par défaut, sur l'ensemble de l'application, ce soit 5 minutes. Pour ça, je vais pouvoir wrapper mon application dans un query client provider, dans lequel je vais pouvoir lui fournir des options par défaut, qu'après, je vais pouvoir surcharger au niveau de chaque requête. Je vois que le temps tourne. Ça passe vite 20 minutes. Ça. Donc si je vais faire un bilan de React Query, d'abord c'est une librairie qui est très très simple à, vous l'avez vu, ça paraît vraiment pas complexe à utiliser, qu'on a des besoins standards, et ça va vraiment, on monte très vite en compétences dessus, c'est très simple à utiliser, il n'y a pas beaucoup de code, donc c'est vraiment, je l'utilise sur tous les projets maintenant où j'ai typiquement ce genre de besoin d'aller chercher des données, et ça marche vraiment bien. On a une expérience utilisateur qui est au top, parce qu'on va avoir
On va éviter d'aller charger trop souvent des données, donc on va améliorer les performances. Puis des petits trucs comme le scroll restoration, pour un utilisateur, c'est une expérience qui est sympa. J'ai parlé également de la configuration, c'est qu'il y a pas mal d'options en fait dans Query. Les options par défaut conviennent très bien dans la majorité des cas, mais on peut quand même aller configurer à peu près tout, soit au niveau d'une requête, soit comme je l'ai expliqué tout à l'heure avec le Query Client Provider, le faire au niveau de l'ensemble de l'application. Quelques inconvénients comme sur Query, déjà, comme son nom l'indique, ça fonctionne que sur React et React Native, et ça nécessite des hooks. Donc si vous êtes sur des vieilles versions de React, perdu. Il faudra trouver autre chose. Je crois que ça a été porté sur Vue, je ne sais pas s'il y a des gens qui font du Vue, mais il me semble que la librairie a été portée sur Vue. Et puis, même si ça fait une grande partie du boulot pour lequel on utilise des librairies de client state comme Redux, ça ne va pas remplacer tout ce que permet de faire ces librairies. Typiquement, si on a besoin de gérer des données en mode déconnecté, c'est pas nécessairement, c'est toujours faisable, mais on va utiliser une librairie qui n'est pas prévue pour ça, donc on va finir par faire des trucs pas beaux, quoi. Quelques ressources. Le premier, là, c'est le site officiel de Query, donc avec une bonne documentation et pas mal d'exemples. La doc est vraiment bien faite. Le repo de la petite démo que je vous ai montré, si vous voulez aller jouer un peu avec. Et puis un blog qui fournit quelques articles en fait, sur les bonnes pratiques pour l'utilisation de Query, qui est vraiment super bien fait, et qui est d'ailleurs cité en référence dans la doc de Query. Je partagerai les slides aussi sur mon compte Twitter si ça vous intéresse. Merci pour votre écoute. Et puis si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Merci beaucoup Olivier. Alors on a le temps pour une question. Il nous reste 2 minutes. Allez, le regagnant. Sinon on peut regarder des pandas. Ou jouer pour gagner la fresque sur le stand ASI également. Oui. Merci beaucoup pour ton talk. Est-ce qu'il y a un mécanisme pour gérer aussi l'authentification auprès de ton API derrière, et notamment le fait que tu fasses un call, tu te prends une 403 parce que ton token n'est plus valide, et que du coup tu déclenches une fonction en particulier qui va s'occuper de le rafraîchir avec ton refresh token ou un truc comme ça? Ça ne fait pas partie de Query, ça. C'est plutôt traité avec des intercepteurs Axios ou des trucs comme ça, quoi. Il n'y a pas vraiment cette fonctionnalité-là dans Query. C'est vraiment que la mise en cache des données, quoi. Ce qui est déjà pas mal. On aura encore 1 minute, une question. On se retrouve au stand de tout à l'heure. Devant une bière. Du coup, merci pour le talk. Petite question, j'ai peut-être pas bien compris, mais comment ça se passe au niveau des données qui vont être mises en cache entre React Query et un store classique? Si on utilise les deux systèmes, est-ce qu'il ne va pas y avoir un doublon des données? Est-ce qu'on va perdre la cohérence entre les deux systèmes, justement? Il y a un risque. La cohérence, va falloir la gérer manuellement. Ouais. Et il y a des événements en fait sur le cache, je n'ai pas montré, mais il y a des événements aussi qu'on peut gérer sur la mise en cache dans Query, ce qui fait que s'il y a une donnée qui est mise en cache dans Query, on va pouvoir peut-être la mettre dans un Redux, la mettre à jour dans un Redux. Après, j'éviterais comme de manipuler les deux en même temps, c'est peut-être pas une idée très... C'est risqué, quoi. Effectivement, un risque d'incohérence de données, quoi. Merci beaucoup Olivier pour cette conférence.